toutes et à tous, installez-vous, finissez de vous installer, bienvenue sur les épaules des géants, applaudissements. Comment ça va? Est-ce que ça va bien? Bon, on est super content de vous recevoir ici au Conservatoire Honegger. Et merci à toute l'équipe du Conservatoire Honegger. Quand je dis on, c'est bien sûr moi, Mathieu, de la chaîne YouTube Grand Labo, mais aussi toutes celles et ceux qui sont derrière et que vous ne voyez pas forcément, c'est-à-dire Marion, Régis, Eric, Benjamin, qu'on applaudit, un truc de dingue. Et toutes les personnes en sweat vert que vous avez vues, c'est des bénévoles de Sur les épaules des géants, sans qui rien ne se ferait. Là aussi, un tonnerre d'applaudissements. C'est eux qui, notamment, vous ont reçus. Et à la fin, vous permettront de poser plein de questions à l'intervenant que je vais vous présenter maintenant. Sans coup fait rire, quand j'aurai retrouvé mes notes, elles sont juste là. On a énormément de chance, figurez-vous, Sur les épaules des géants, parce qu'on arrive à faire venir des spécialistes et des experts, des gens qui en plus savent très bien parler de ce qu'ils connaissent, ce qui n'est pas toujours tout le temps le cas, mais là on a avec nous, mesdames et messieurs, Roland Lehoucq, qui est juste là, et qui va nous parler, qu'on peut applaudir, qui va nous parler d'invisibilité. Merci, le titre de son intervention, c'est L'homme invisible a-t-il une ombre ? Mutant transparent, armure d'invisibilité, vaisseau furtif. Oui, on va parler de ça notamment. Enfin, Roland Lehoucq va vous en parler. Les œuvres de fantasy et de science-fiction regorgent de personnages et d'engins invisibles ou microscopiques. Je suis certain que vous en avez toutes et tous là tout de suite qui vous viennent à l'esprit. Ce désir d'invisibilité est très présent dans l'inconscient collectif aussi. Mais peut-on fabriquer une cape d'invisibilité? Pourquoi est-ce qu'il est plus facile de passer inaperçu dans l'eau que dans l'air? Sur Terre, comment les animaux font-ils pour se rendre invisibles ou pour détecter l'invisible? Plein de questions comme ça, avec donc Roland Lehoucq, astrophysicien au CEA de Saclay. J'en dis un petit mot de Roland Lehoucq, qui est juste là. Il enseigne au campus du Havre de Sciences Po Paris et à l'université Paris-Cité. Il tient depuis plus de 20 ans une rubrique scientifique dans la revue de science-fiction Bifrost. Et il a aussi publié plein d'ouvrages, plein de livres sur les liens entre science et science-fiction, notamment La science fait son cinéma, Faire des sciences avec Star Wars et Dune. Et plus récemment, là, il n'y a pas très longtemps, il a sorti Scientifiction, c'est ça. Vous pourrez lui poser aussi des questions tout à l'heure sur cette activité de vulgarisation, de médiation scientifique. Pourquoi est-ce qu'il a ça chevillé au corps depuis des années? Voilà. Et puis, je termine en disant que depuis 2012, il est président des Utopiales. Vous connaissez peut-être ce festival, qui est un festival international de science-fiction de Nantes. Voilà pour la présentation. Merci de votre attention. Vous avez bien sûr toutes et tous, parce que vous êtes géniaux, coupé vos téléphones portables. Et on se retrouve dans 45 minutes à peu près pour un jeu de questions-réponses. On vous tendra des micros. À tout à l'heure. Oui, allez-y, pas de problème. Bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Donc pour parler d'un sujet effectivement qui est un peu curieux, l'invisibilité. On commence par cette œuvre, je ne l'ai pas là, elle est là, cette œuvre d'un artiste catalan qui s'appelle Paul Ubela Alves, qui nous montre une photo curieuse de quelqu'un où on voit l'ombre mais il n'y a pas la personne, et qui est là pour évidemment évoquer ce thème de l'invisibilité. Alors vous connaissez sans doute l'homme invisible ou la femme invisible, notamment dans les 4 Fantastiques, c'est une femme invisible qui est là, la jeune femme en bleu au milieu. Incidemment, je montre les 4 Fantastiques pour montrer qu'il n'y a pas que des hommes invisibles, mais aussi des femmes invisibles dans la littérature, mais aussi parce que pour vous faire réfléchir, évoquer des thèmes qui sont liés à ces super-héros, et dans les 4 Fantastiques, c'est assez facile. C'est pas tellement lié à l'invisibilité, mais c'est lié à la façon dont pendant longtemps on a envisagé les évolutions, les transformations de la matière, avec les fameux 4 éléments aristotéliciens, d'Aristote, le philosophe grec Aristote. Vous les connaissez, ces 4 éléments? Ils sont là. Le feu, alors le feu c'est facile, c'est la torche. L'eau, alors qui serait l'eau là-dedans? Celui-ci qui tire son bras, qui est souple, qui a une forme, mais qui est une forme qui est déformable, comme l'eau qui est fluide, qui peut se transformer. Il y a la terre, c'est gros Brutus qui est là, la terre. Et puis l'air qui est invisible, on ne voit pas l'air, on le sent, on sait qu'il est là. On sent qu'il est là, mais on ne le voit pas, il est transparent, il est invisible à nos yeux, et cette jeune femme joue le rôle de l'air. Donc on voit ici la terre,
l'eau, l'air et le feu. Les 4 éléments aristotéliciens dans les 4 fantastiques, c'était juste pour cette remarque, pour vous montrer qu'en utilisant la fiction en général et la science-fiction en particulier, on peut parler de choses sérieuses. Je ne vais pas évoquer plus longtemps tout ce qu'on peut dire sur les 4 éléments aristotéliciens. Pour vous poser tout de suite une colle, où est l'homme invisible dans cette photo ? À droite ? Mais alors du coup, il n'est pas invisible si tu sais qu'il est à droite. Et pourquoi tu dis à droite ? Je me moque de toi, mais je n'ai pas, pour être désagréable, mais d'accord, hein, c'est toujours bienveillant. Je ne suis pas là pour vous mettre dans la merde ou vous dire vous êtes des guignols, sûrement pas. Mais c'est pour dire, tout de suite, la réponse, ça soulève une contradiction. S'il me répond, je le vois à droite, et pourquoi tu le vois à droite et pourquoi tu penses que ces 2 points noirs, c'est l'homme invisible, c'est une autre question que je vais te poser. Mais du coup, c'est contradictoire parce que c'était l'homme invisible. On ne devrait pas le voir. Donc on ne devrait pas pouvoir répondre à la question. Alors pourquoi tu m'as dit à droite ? Pourquoi tu as mis ces 2 points-là ? Ouais, c'est la chose qu'on voit, donc tu as dit c'est l'homme invisible. Donc tu vois, c'est bizarre aussi comme phrase, c'est la seule chose qu'on voit, donc c'est là où est l'homme invisible. Bon, alors pourquoi j'ai fait ça ? D'abord pour réfléchir à cette façon de formuler les choses, une formulation logique qui a l'air contradictoire. Vous voyez, on dit l'homme invisible et on le voit, il est là, mais en fait si on le voit, c'est qu'il n'est pas invisible. Et pourquoi j'ai mis 2 points noirs alors ? Et que c'est effectivement, tu as raison, c'est bien l'homme invisible. Le véritable homme invisible, ou plutôt l'homme invisible qui n'est pas aveugle. Je vous donne cette phrase. Là, on voit un homme invisible qui n'est pas aveugle. Essayez de réfléchir à ce que ça veut dire, être invisible d'une part, et voir d'autre part. Qu'est-ce que ça veut dire voir ? Alors, je prends vos réponses dans l'ordre, là-bas. Alors l'œil humain voit les choses, bon, très bien. Et l'homme invisible, on peut se poser la question, je formule ma question différemment, que voit la femme invisible ? Et l'homme invisible aussi. Que voit la femme invisible ? Voilà, que voit-elle ? Ben, on a envie de dire comme nous. Bon, qu'est-ce que ça veut dire voir ? Quand vous voyez, je vous vois, qu'est-ce qui se passe ? Comment ça marche ? C'est des questions, vous voyez, ils font pour des cons, là, le hook, mais non. On le sait, ben, dites-moi comment ça marche, voir. Ah ben, la vision, on voit ce qui nous entoure, mais comment ça marche ? Là, si tu me dis, la vision, c'est ce qu'on voit. La vision, c'est le sens de la vue. Bah oui, c'est une tautologie. On dit en logique, tu dis une phrase qui est vraie. C'est vrai, donc c'est vrai. Je caricature, hein, mais c'est ça que tu es en train de me dire. C'est pas, je ne sais toujours pas comment ça marche la vue, comment ça marche mes yeux. C'est ça que je veux. Quelqu'un m'explique comment ça marche. C'est la lumière qui rebondit sur un objet et qui va dans notre rétine. La lumière, elle rebondit sur les objets environnants. Vous n'êtes pas des objets, mais enfin le monde autour. Effectivement, cette lumière, qu'est-ce qui se passe ? Elle rentre dans notre œil. Par où elle rentre dans l'œil ? Comment s'appelle l'endroit où elle rentre ? La pupille. La pupille, c'est le petit truc noir au milieu de l'œil. Il y a le truc coloré, l'iris. Et au milieu, il y a un petit rond noir, c'est la pupille. Noir, pourquoi noir ? Pourquoi c'est noir ? Je vous pose des questions, vous voyez, basiques. Hein. J'espère que vous vous sentez bête. Le but n'est pas de vous faire sentir bête. C'est que, comme moi, ça m'arrive tout le temps, et même maintenant, et pourtant, Dieu sait que j'ai vécu, il y a des fois, je me dis, mais putain, mais c'est complètement dingue. Je ne sais pas la réponse à cette question évidente, et je me sens con, parce que je me dis, mais je devrais le savoir depuis 50 ans. Et c'est quoi le truc noir ? Pourquoi c'est noir, le truc de l'œil au milieu ? Pourquoi c'est noir ? Parce que ça reflète toutes les couleurs ? Ben justement, non. C'est exactement l'inverse. C'est qu'il n'y a aucune lumière qui en sort. Le noir en physique, c'est l'absence totale de lumière. Et donc ce rond noir qu'on a, il n'y a aucune lumière qui sort de notre œil, aucune lumière que l'on ne voit à nos yeux. En pratique, il y aurait des subtilités, mais il n'y a aucune lumière qu'on ne voit à nos yeux qui sort de l'œil et ça fait noir. Comme vous prenez une boîte, vous faites un trou dedans. Quelle est la couleur du trou ? Noir. Le noir, ce n'est pas une couleur. Le noir, c'est l'absence totale de lumière. C'est l'anticouleur ultime. Zéro lumière, zéro rien, c'est noir. Donc le trou dans l'œil, c'est noir parce qu'il n'y a rien qui en sort, mais ça rentre à travers ce trou dans l'œil. Ça va effectivement sur la rétine. Et qu'est-ce qui se passe sur la rétine ? La lumière, elle arrive sur la rétine, il se passe quoi ? Non. C'est un mot technique de la physique, bien tenté. Mais ce n'est pas la bonne réponse. Elle est absorbée par la rétine, la lumière disparaît, et absorbée par des molécules qui sont dans la rétine, des molécules qu'on appelle rhodopsine. Ça, c'est un détail, si on ne le sait pas, ce n'est pas très grave. Ce qui compte de comprendre, c'est que la lumière est absorbée et elle est transformée en un signal électrique qui va à notre cerveau. Je vois. Après, je ne rentre pas dans le cerveau. La lumière est absorbée au niveau de la rétine, elle disparaît et elle devient autre chose.
un signal électrique. Elle disparaît, la lumière. Donc l'homme invisible, il est devant moi, là. On ne le voit pas. Il a des rétines, l'homme invisible. La lumière, elle va sur ses rétines. Qu'est-ce qui arrive sur ses rétines? Elle est absorbée. Si elle est absorbée, la lumière disparaît. Et comme il n'y a plus de lumière, ça fait noir. Non, ça fait noir. Ça, c'est les deux rétines de l'homme invisible. Si l'homme invisible voit, s'il voit ce qu'il y a autour de nous, alors ces deux rétines absorbent la lumière et donc elles apparaissent sous forme de deux taches noires, puisqu'il n'y a plus de lumière à cet endroit. Donc si l'homme invisible voit, il n'est pas invisible, puisqu'on voit ces deux rétines sous forme de deux taches noires, et si l'homme invisible est totalement invisible, il est aveugle. Exactement. Vous voyez déjà la contradiction fondamentale qu'il y a dans l'invisibilité. Si vous êtes parfaitement invisible, alors vous ne voyez pas. Et si vous voyez, c'est que vous n'êtes pas invisible. Voilà. Et le truc subtil. Et ça vient d'un phénomène. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que c'est trop long. C'est-à-dire s'il y avait quelqu'un qui était invisible, on verrait juste deux points noirs au milieu. Mais il ne serait pas invisible. Mais si l'homme invisible, très invisible, mais pas parfaitement invisible, on verrait deux taches noires. Si tu vois deux taches noires qui se baladent à environ 1,50 m au-dessus du sol, c'est l'homme invisible qui fait environ 1,75 m. Ou la femme invisible, tu ne sais pas trop dire, avec les deux rétines sous forme de taches noires, tu ne sais pas trop dire si c'est un homme ou une femme invisible. Voilà. C'est exactement ça. C'est ça que tu vois. D'ailleurs, regarde la preuve. Hop, voilà l'homme invisible. Ça, c'est un homme invisible dans une série télévisée. Quand j'étais petit, il était comme ça. Il avait des bandages, et puis quand il enlevait les bandages, il n'y avait rien dedans. Vous vous rappelez, hein, les vieux, là, on se rappelle. Hein. Bon, je dis ça... excusez-moi, les vieux, on se comprend. Hein. On en est, j'en suis un autre. Hein. Donc, vous voyez, l'invisibilité, il y a déjà une contradiction, finalement, d'une certaine façon un peu fondamentale. C'est que si je suis invisible, alors je ne vois pas. Et si je vois, alors je ne suis pas invisible. Et ça, on le voit très bien dans un jeu que vous connaissez sans doute, qui est le jeu de cache-cache. C'est quoi le jeu de cache-cache? On essaie d'être invisible, de se masquer, que les autres ne nous voient pas. On essaie de se rendre invisible. On ne devient pas invisible au sens de l'homme invisible, mais on se cache dans une caisse. On ferme la caisse, personne ne vous voit dans la caisse. Vous êtes caché. Et on cherche, il est où? On ne le voit pas. Vous êtes devenu invisible. C'est facile d'être invisible. Je mets ma main devant toi et je ne te vois pas. Tu es invisible pour moi. D'accord? Ça a l'air assez bête, mais c'est ça l'idée du cache-cache. Mais dans cache-cache, qu'est-ce qui est amusant dans ce jeu? C'est de voir les autres vous chercher, de les voir sans être vus. Mais quand vous voulez les voir, qu'est-ce que vous faites dans votre caisse? Vous soulevez un peu la caisse pour regarder discrètement ce qui se passe. Mais quand vous voyez la personne peut vous voir. Ce n'est pas facile parce que vous êtes dans la caisse, il y a une toute petite fente pour vous voir. C'est très difficile, mais si vous pouvez voir, alors vous pouvez être vu. En physique, ça s'appelle le principe du retour inverse de la lumière. Si la lumière peut aller d'un endroit à un autre, elle peut aller de cet autre endroit à l'endroit initial. Si elle peut faire l'aller, elle peut aussi faire le retour. Si je vous vois, vous me voyez. Si je ne vous vois pas, ben vous me voyez quand même, des fois. D'accord ? Mais en tout cas, avec ce principe-là, si on est invisible, alors on est aveugle. C'est ça le problème aussi. Si vous êtes vraiment caché dans votre caisse de cache-cache et que vous êtes vraiment totalement invisible à l'intérieur de la caisse, alors vous ne voyez pas l'extérieur. Vous voyez, donc il y a ce point déjà. Donc on va essayer maintenant de parler des choses qui ressemblent à l'invisibilité et qui n'en sont pas vraiment, parce que cette invisibilité fondamentale, elle a un problème, mais qui va ressembler à ça. Et on va parler d'invisibilité optique. Par exemple, voilà un animal quasiment invisible. Je dis quasiment parce qu'on voit sa peau, son corps, il a l'air très transparent dans l'eau. C'est un animal qui vit dans l'eau, un être qui vit dans l'eau, une sorte de méduse. Et on voit quand même, il y a des éléments de son corps qui apparaissent. À votre avis, c'est quoi ces éléments de son corps? Ils correspondent à quoi? Et pour répondre à la question, demandez-vous qu'est-ce qui se passe quand l'homme invisible mange un kebab? Alors, l'homme invisible mange un kebab, donc il y a un kebab qui est posé sur la table. Très bien. On voit le kebab se soulever tout seul. L'homme invisible le prend. Et puis, le kebab, il y a des morceaux qui disparaissent, parce qu'il y a l'homme invisible mort dans le kebab. Et puis, il mâchouille. Alors, on voit du kebab. Ça fait du bruit, éventuellement. Ah oui, c'est pas discret, ça, de ce point de vue-là. L'invisibilité
acoustique, c'est aussi quelque chose. On veut être inaudible. D'accord ? On veut être inaudible. Ce serait une autre type d'invisibilité que j'évoquerai pas là, mais qui est intéressante aussi. Et puis après, il avale le kebab. Alors on voit le morceau de kebab mâchouillé qui tombe, qui descend, poum. Il arrive, il reste là. Où est-ce qu'il est ? C'est où là ? C'est l'estomac de l'homme invisible, qui est invisible aussi. Mais le kebab, il est visible. Et il y a le kebab qui est là. Et il mange et après, il y a du kebab mâchouillé qui est là et qui se déplace à environ 1,20 m au-dessus du sol. Et après, il est digéré, il disparaît. Et puis, comme il se transforme, à un moment donné, au bout de quelques heures, ça devient plus du kebab, ça devient du vomi. Ça ressemble. Ben oui, ce qui est dans l'estomac s'est transformé. Quand ça ressort, ça s'appelle du vomi, mais sinon, ça s'appelle le bol alimentaire. Et puis, c'est digéré. Et puis, avec ça, on est content, on mange, on vit, on perdonne. Ben oui, c'est dégueulasse, l'homme invisible. Hein. L'homme invisible, quand il mange un kebab, il y a du vomi qui se balade à 1,20 m au-dessus du sol. Il y a 2 points noirs et du vomi à 1,20 m au-dessus du sol. C'est ça que ça veut dire. Quand il a mangé. Et donc, ce qu'on voit là, finalement, c'est aussi les organes internes qui sont, par exemple, les organes de digestion de cette bestiole-là, qui mange des trucs à l'extérieur. C'est tous ces organes internes. Mais comme cet être-là, il est fait de beaucoup d'eau. Nous, vous savez que le corps humain est fait de beaucoup d'eau. Vous savez combien, la fraction de votre masse qui correspond à l'eau de votre corps. Vous avez une idée ? C'est ça, à peu près 70%, les 2 tiers, pour faire un chiffre rond, enfin un chiffre facile à retenir, une fraction, les 2 tiers de votre masse, c'est de l'eau. Si vous faites 60 kilos, ben les 2 tiers de 60 kilos, ça fait 40 kilos d'eau. Vous êtes fait de 40 kilos d'eau. Si on enlève cette eau, il ne reste plus que 20 kilos de matière sèche. Enfin, vous êtes un peu cadavre à ce moment-là, mais il ne reste plus que 20 kilos. Et donc, cet être-là, lui, il n'est pas à 70%, à 2 tiers d'eau, il est plutôt à 90% d'eau. Et de l'eau dans l'eau, ben, ça ne se voit pas. C'est de l'eau dans de l'eau, finalement, cet être. Bien sûr, on voit un peu les corps internes, et puis il y a des parties de son corps qui sont pleines d'eau, et donc on les voit à peine. Regardez aussi sur cet être bioluminescent, une méduse des abysses. C'est de l'eau dans l'eau. Alors elle est luminescente, donc on la voit lumineuse, évidemment, mais si elle éteint ses capacités de faire cette lumière, de produire cette lumière, eh bien elle sera quasiment invisible dans l'eau, parce que finalement, son corps, composé à 90% d'eau, c'est de l'eau dans de l'eau. Et l'eau dans l'eau, on la voit pas, c'est comme l'air dans l'air. L'eau dans l'eau, on sait qu'elle est là, mais on voit pas l'eau. On est dans la piscine, on regarde au fond, ben il y a l'eau, on sait qu'elle est là, mais ça se voit pas. Il n'y a pas un bloc d'eau qu'on voit, comme si on mettait un objet dans l'eau. C'est un peu pour vous montrer ça. Je vais vous montrer de l'eau dans l'eau, ça se voit pas. Regardez cette soucoupe, là, ce saladier, généralement fourni par l'organisation. Il y a de l'eau dedans. On est d'accord ? Hein ? Il y a de l'eau dedans. Ça a l'air plein d'eau, quoi. Quelqu'un peut venir voir ? Viens, jeune homme. Toi, parce que tu m'as l'air, viens voir là. Tu viens constater qu'il y a de l'eau dedans. On va le faire. Il faut un témoin, un vrai témoin. Il y a de l'eau dedans. Oui, il y a de l'eau dedans. Vas-y, maintenant mets ta main et prends un truc qui est dans l'eau. Est-ce que tu peux te mettre... Voilà, mets-toi là, voilà. Regarde. Regardez. D'accord ? Il y a ça dedans. Et je le remets dans l'eau. Vas-y, remets dans l'eau. Alors maintenant qu'on les a mis dans l'eau, ben on les voit. Et voilà, et tu les vois. Il faut faire un effort quand même. Hein. On est d'accord ? Merci. Donc d'accord, c'est de l'eau dans l'eau. Il y a des trucs, regardez, il y a des trucs solides dans l'eau qu'on ne voit pas. Quand ils sont dans l'eau, on ne les voit pas. Ben, c'est un peu comme ces êtres vivants, sauf que là, ce ne sont pas des êtres vivants, ce sont des polymères, des molécules chimiques de longue, qui sont très hydrophiles, qui aiment l'eau. Et ça se présente initialement, c'était des petites billes qui faisaient 3 ou 4 mm de diamètre, toutes petites, que j'ai mises dans l'eau. On les laisse dans l'eau, je les ai laissées à peu près toute la nuit dans l'eau, je les ai mises hier soir dans l'eau. Elles mangent l'eau, c'est-à-dire elles absorbent l'eau, ça les gonfle, et ça devient de l'eau, mais solide. Enfin, l'eau solide s'appelle la glace, donc ça ne devient pas de la glace. Un glaçon, on le verrait, il flotterait, le glaçon, c'est évident, il est là, quoi. Ça devient de l'eau qui est tenue par ces molécules, et ces molécules qui tiennent l'eau, ça fait un truc qui est de l'eau solide, enfin qui tient toute seule. Et quand je mets de l'eau qui tient toute seule dans de l'eau, ben, c'est invisible. C'est de l'eau dans de l'eau, mais qui tient toute seule. Il y avait une question. Quand on boit de l'eau, il n'y en a pas. Non. Ah ben non. Ben, si tu bois ça, tu vas peut-être... Si je te mets ça dans un verre d'eau, tu crois qu'il n'y a rien, tu dis « c'est quoi ce truc ?» Mais évidemment, on met pas... À quoi ça sert, ces trucs-là ? Ça existe, vous pouvez en acheter, sans doute. Hein. Il y a 2 façons d'en acheter. Alors peut-être pas sous forme de sphère. Sous forme de sphère, ça existe peut-être dans les jardineries. En fait, on met ça dans l'eau, et après on met dans la terre des plantes et on part en vacances. Et l'eau qui est dans ce truc, elle est rendue à la terre des plantes pour que la plante soit arrosée, enfin qu'elle ait une petite source d'eau qui soit dans la terre, par exemple.
Un autre endroit que vous avez utilisé petit et que vous utiliserez sûrement quand vous serez beaucoup plus grand et grande et que vous aurez des enfants. Les couches. Les couches. Comment le bébé il fait pipi et puis le pipi il sort pas? Il y a un truc qui absorbe, ouais. Mais le bébé il fait pipi, mais il y va quoi. Et la couche des fois elle pèse, hein, ceux qui se rappellent de ça. Et bien ça absorbe, et bien dedans, dans la couche, vous prenez une couche pour bébé et vous la coupez en deux en faisant attention et vous trouverez dedans, dis-moi. Exactement. Il y a plein de petits, alors c'est pas des billes, c'est des espèces de petites poudres de ce polymère ou d'un variant de ce polymère super absorbant. Et l'urine du bébé est absorbée et elle coule pas, elle tient toute seule. Voilà, vous imaginez, dedans ça fait des trucs comme ça, mais au lieu que ce soit de l'eau, c'est l'urine du bébé qui est stockée dans le polymère super absorbant et après on jette la couche parce que bon, on va pas garder ça non plus. Et c'est ça qui est dedans. Donc vous pouvez l'ouvrir la couche propre, neuve. Vous récupérez la poudre et vous la mettez dans un petit récipient, vous mettez de l'eau dessus, vous laissez, vous revenez, et vous avez mis un peu d'eau et la poudre, ou la petite particule, et vous revenez le lendemain matin, et ça déborde, ça a gonflé, c'est plein d'eau, ça a capté cette eau. Et donc de l'eau dans l'eau, ça ne se voit pas. Et c'est pour ça que c'est facile d'être, entre guillemets, invisible, enfin, pas tout à fait invisible, mais discret, on va appeler ça discret dans l'eau. C'est parce que on peut être de l'eau dans l'eau, mais être de l'air dans l'air, être un gaz, un corps gazeux, c'est compliqué, un corps gazeux. Un corps, c'est quelque chose qui a une cohérence, qui est solide, éventuellement très liquide, en tout cas un peu solide avec beaucoup d'eau dedans, mais c'est un corps qui a une cohésion. Alors qu'un corps gazeux, pour que l'homme invisible soit invisible dans l'air, il faudrait qu'il soit gazeux, en plus d'être aveugle. Donc ça rend les choses d'être difficiles d'être invisible dans l'air, alors que c'est plutôt, on va dire, facile. En tout cas, on peut espérer tenter sa chance quand c'est dans l'eau. Alors il y a d'autres liquides que ça, il y a l'huile aussi, regardez, là il y a 3 verres, un premier verre, un second verre, et puis ici c'est de l'huile. Une huile qui a la propriété, c'est une huile végétale, qui a la propriété d'avoir les mêmes, ce qu'on appelle en physique l'indice de réfraction. La façon dont la lumière se propage dans cette huile est identique à la façon dont la lumière se propage dans ce verre. Et regardez la manip. Là, je ne la fais pas parce que c'est un tout petit peu plus compliqué. On met le verre dans le verre, on voit tout. On prend l'huile, on verse l'huile dans le bocal intérieur, dans la laine meilleure intérieure. Regardez, ça déborde. Et regardez. Regardez, le verre intérieur disparaît. Littéralement, il disparaît. Là, on le voit disparaître au fur et à mesure que l'huile monte. Regardez cette autre expérience-là. On voit le verre plein d'air, et dès qu'il se remplit d'huile, boum, il a disparu. D'accord ? Donc là, il est réellement invisible. Il a les mêmes propriétés que l'huile. Le verre a les mêmes propriétés que l'huile. Et regardez, on a un demi, vous voyez, c'est drôle, hein, il manque un bout. Et là, c'est une invisibilité authentique. Les propriétés de propagation de la lumière dans cette huile et dans ce morceau de verre sont les mêmes. Alors la huile, elle est un petit peu colorée, elle est un petit peu jaunâtre, elle absorbe la lumière différemment du verre, mais voilà, alors là, on fait des trucs très bizarres, où en mettant de l'huile qui flotte sur de l'eau, et en plongeant le verre dedans, on voit le verre, on ne le voit plus, on le voit, enfin, vous voyez, on fait des machins subtils, comme ça. Et donc, cette invisibilité-là, elle est possible dans des liquides, à condition d'avoir les mêmes propriétés de propagation de la lumière que le liquide. Donc, si on est dans l'eau, qui est très courante sur Terre, eh bien, on appelle le même indice de réfraction que l'eau. Alors il y a une autre invisibilité, là qui est plus évidente, c'est qu'il y a des choses que nos yeux ne sont pas capables de voir, tout simplement parce qu'ils n'en ont pas les capacités. Nos sens sont limités, nos yeux en particulier sont limités, et on ne voit pas des choses, par exemple, trop petites, et qui sont du coup invisibles. Pas parce qu'elles ne sont pas là, parce qu'on ne les voit pas. Alors voilà, j'ai montré ici des choses de plus en plus petites. Une fourmi, on la voit, ça fait à peu près 1 millimètre de taille, quelques millimètres de taille, une fourmi, on la voit encore. Des grains de sel qui font 0,5 mm, 500 millionièmes de mètre, on les voit, les petits grains de sel, un tout petit grain de sel, on le voit. Un cheveu, ça fait 50 millionièmes de mètre de diamètre, on le voit un cheveu. Je ne parle pas de plein de cheveux, je parle de un cheveu. Bon, moi, évidemment, c'est compliqué, mais vous, par exemple. Je prends un cheveu, on le prend de votre tête, et on regarde, on le voit, ce cheveu. On sent que c'est un petit peu difficile quand même de le voir, mais on le voit. Là, c'est 50 millionièmes de mètre. Et ensuite, des bactéries
ben, on ne les voit plus, les bactéries. Vous prenez une goutte d'eau dans une flaque dans la rue, vous prenez une goutte d'eau, vous regardez, ben, c'est une goutte d'eau. Vous la mettez sous un microscope et vous allez voir des êtres vivants à l'intérieur. Vous allez voir des bactéries, ce qu'on appelle celle-ci, par exemple, Escherichia coli, vous la verrez facilement. Elle fait de l'ordre du millionième de mètre de taille. Quelques millionièmes de mètre. Ça, c'est invisible à nos yeux. Donc, jusqu'à 50, 60 millionièmes de mètre, nos yeux peuvent voir, mais bon, c'est un peu compliqué. Et en dessous, quelques millionièmes, on ne voit plus. Et donc, c'est invisible, littéralement, parce que nos yeux ne voient pas l'être qui est tout petit. Ou la chose, là, c'est le plus gros virus, et là, c'est le plus petit virus. Alors là, c'est de représentation, une vraie photographie, et là, une représentation par ordinateur de la structure de ce virus. Donc, les petites choses nous sont invisibles, parce qu'elles sont trop petites pour que nos yeux les perçoivent. Ce qu'on appelle la résolution angulaire de l'œil, la capacité à avoir des tout petits détails, elle n'est pas extraordinaire. Enfin, elle est ce qu'elle est, mais il y a des choses qu'on ne voit pas parce qu'elles sont trop petites. Alors du coup, quand on a inventé le microscope, l'invention du microscope par Antoni von Leeuwenhoek en 1673, eh bien, ça a été une découverte incroyable. On prend une goutte, on regarde, paf, il y a des trucs dedans. Regardez. Une goutte d'eau de mer. Oui, une goutte d'eau de mer. Mais quand vous nagez dans la mer, il y a des bestioles. Là, toutes les bestioles qui sont là, elles sont en dessous du 10e de millimètre de taille. Ça fait peur, hein. Et vous savez pas, il y a aussi des polluants, il y a bien de trucs, ça fait peur. Hein. Dans l'eau, dans l'air, il y a des microbes, des trucs qui volent qu'on ne voit pas, des poussières, des choses qu'on ne voit pas. Tout va bien. La vie est belle. On va dans la mer, on ressort, on est vivant. Ça fait un peu peur. À chaque fois que je montre cette photo, ça fait peur. Les gens, ça les stresse. Hein. Il y a des espèces de crabes, là, des trucs. Mais ils sont tout petits. Et quand vous êtes dans votre lit, vous avez entendu parler des acariens, vous avez entendu parler... Il y a tout un monde invisible qui est là, comme sur votre peau. Sur votre peau, vous savez, vous êtes couvert de bactéries extérieures. Quand on se lave les mains, c'est pour les enlever, parce que parfois elles peuvent être fâcheuses, mais vous avez ce qu'on appelle des bactéries commensales. Commensales, c'est-à-dire qui mangent avec vous. En fait, elles mangent vos peaux mortes, elles mangent les déchets de surface de votre peau, etc., et qui sont là, et qui sont très utiles. Parce que si elles n'étaient pas là, des bactéries fâcheuses arriveraient, auraient le terrain libre et se développeraient facilement à la surface de votre peau. Alors que là, c'est occupé par des bactéries qui n'ont rien à foutre, qui ne vous embêtent pas. Il faut se laver les mains de temps en temps. On ne suce pas ses doigts quand on a tripoté des trucs dégueulasses. Mais les bactéries commensales sur votre corps, ce qu'on appelle le microbiote, il y en a aussi dans vos intestins, il y en a dans plein d'endroits, elles sont très utiles et vous ne les voyez pas. Et vous êtes un écosystème. Vous êtes un écosystème d'êtres que vous ne voyez pas. Et l'eau, etc. Plein de choses se passent qu'on ne voit pas. Alors, le microscope 1673, après on a inventé des microscopes beaucoup plus performants que le premier microscope de Antoni von Leeuwenhoek, qui a eu des raffinements de microscope optique. Là, c'est les premières images du microscope électronique en transmission. Donc là, on voit ce qu'on appelle des mitochondries. Vous avez peut-être dû entendre parler de ça en cours de biologie, c'est-à-dire des organites intracellulaires. Dans la cellule, il y a des trucs dans la cellule. Il se passe des trucs dans la cellule et on le voit. Là, la cellule, elle est beaucoup plus grande que l'image. Et dans la cellule, il y a ça. Et là, il y a l'échelle, c'est 200 nanomètres, le milliardième de mètre. Un milliardième de mètre. Et puis, on peut faire encore plus petit ou différent. En 1960, on a inventé un microscope électronique à balayage. Ça, ce sont des pollens. C'est du pollen. Ça a cette gueule-là, le pollen. Quand on regarde un grain de pollen, on dit oui, un grain de pollen. Puis des fois, on le voit à peine, c'est une petite poussière, on ne sait pas trop. Un grain de pollen, voilà la gueule que ça peut avoir. Et là, c'est vu parce que c'était grossi des milliers de fois et ça donne des images, microscope électronique à balayage, en 3 dimensions. Donc ça change par rapport aux microscopes habituels qui sont des images planes. Et puis on a même su faire encore bien mieux que ça pour manipuler des choses extrêmement petites et donc qui sont encore plus invisibles, si je veux dire, à nos yeux que celles-ci. Et bien là, on était capable de manipuler atome par atome. En 1990, c'est la première fois qu'on a réussi à manipuler des atomes les uns après les autres. Ça, c'est une image qui n'est pas une photographie, c'est une représentation qui a été faite d'un détecteur qui a palpé la surface sur laquelle on avait déplacé des atomes de xénon. Ça représente la position d'atomes de xénon sur un support en silicium. Et atome par atome, des chercheurs de l'entreprise IBM ont écrit IBM avec des atomes qui servent pour matérialiser les lettres. Et là, l'échelle de taille, ça, c'est le 10e de milliardième de mètre. C'est des trucs extrêmement petits qu'on a su manipuler. Maintenant, on fait ça, disons, de façon plus routinière pour faire tout un tas de petites microstructures, des structures qu'on appelle nanométriques, qui sont de taille milliardième de mètre. Nano voulant dire milliardième. Donc, deuxième invisibilité qu'on peut rencontrer dans la vie quotidienne, c'est les choses trop petites pour être vues. Il y a un autre type d'invisibilité que j'appellerais invisibilité de contraste.
Le fait que quand deux choses sont l'une sur l'autre, noir sur noir par exemple, on ne voit pas les deux objets, ils sont tous les deux sombres et on ne les voit pas bien l'un sur l'autre. Alors il y a une super-héroïne que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Mystique, qui a cette capacité, un peu comme le caméléon, à transformer sa surface pour être semblable à son environnement, de sorte que le caméléon, on le voit, mais si on rentre comme ça sans prêter attention, il est difficile à percevoir parce qu'il ressemble beaucoup à son environnement. Ça se constate aussi sur un certain nombre d'animaux marins. Regardez ces animaux marins, qu'est-ce qu'ils ont en commun? Ça, c'est une reconstitution d'un ophtalmosaurus, un animal disparu, un reptile marin disparu. Regardez ces trois animaux-là, le requin, l'orque et le pingouin, qu'est-ce qu'ils ont comme point commun du point de vue de leur couleur? Ils sont tous bleus. Alors bleus, non, ils sont dans l'eau qui est bleue. Ils sont tous noirs. Noir où? Noir. C'est pas suffisant, noir et blanc. Noir sur le dos et blanc sur le ventre. Est-ce que vous pouvez imaginer une raison pour laquelle ils sont tous noirs sur le dos et blancs sur le ventre, sachant qu'ils sont tous animaux aquatiques, ils sont tous dans l'eau? Une raison? Exactement. Quand vous êtes un pingouin et vous voulez vous protéger d'un prédateur, ou vous êtes un prédateur et vous voulez être discret. Quand vous regardez, quand on vous voit par-dessus, on voit votre dos noir sur un fond océanique sombre. Il n'y a pas de lumière qui vient du fond des océans. Et donc on vous voit noir sur noir, donc ce n'est pas facile de vous voir. Quand vous êtes en dessous et que vous regardez vers le haut, la lumière du jour éventuellement parvient, c'est brillant, et vous voyez la partie blanche sur un fond brillant. Vous voyez blanc sur blanc. Et vous êtes encore une fois difficile à percevoir. C'est une façon de se camoufler selon qu'on vous regarde par au-dessus ou par en dessous. Et comme par hasard, c'est blanc en dessous et noir au-dessus. D'accord ? C'est une façon de se faire. Il y a des animaux qui sont beaucoup plus habiles que ça. Vous voyez quelque chose là ? Là, c'est quoi ça ? Enfin, qu'est-ce qu'on voit là ? C'est pas une grenouille. C'est une sèche. Oh. Qu'est-ce que c'est une sèche ? Oh. Oh oui, mais ça, c'est les professionnels. C'est une sèche. Et là, regardez, on le voit, il y a la queue du lézard. Là, regardez, il y a la queue, il y a une patte qui est là, il y a son corps, une autre patte qui est là, sa tête, une autre patte et sa queue. Vous voyez le lézard ? Il faut le chercher quand même. Il n'est pas invisible, mais il est difficile à voir. D'accord ? Et ça, c'est parce qu'il a un contraste qui est faible avec le fond sur lequel il se déplace. Il est adapté au fond. Et alors, ce genre d'être, alors c'est vrai, dans les sèches, il y a tout un tas d'êtres marins qui ont des cellules dont la couleur peut changer. Ils sont capables de contrôler la couleur de leur peau d'une certaine façon. Comme si nous, on savait faire ça. Nous, notre peau, elle est comme elle est. Éventuellement, elle change de couleur si on est un peu rôti au soleil ou si on est un peu bronzé, etc. Mais on ne contrôle pas la couleur de notre peau par la volonté propre de notre cerveau, de notre humanité. Regardez cet être-là. Des cellules, ces cellules, on les appelle des cellules chromatophores. Chromatophores, qui portent la couleur. Chromatos, la couleur, et phore, qui porte la couleur. Regardez cet être. On voit, il modifie. Et qu'est-ce qu'il fait ? Il essaie de rendre sa couleur semblable à celle du fond sur lequel il est, de la peau humaine sur laquelle il est. Alors il essaie de le faire, il n'y arrive pas bien, pour montrer comment ça marche. Et donc cet être, quand il se balade sur un fond marin, il ne va pas être facile à voir, il va adapter sa couleur au fond sur lequel il est, de sorte que on ne le voit pas bien. Il n'est pas invisible, mais il va être difficile à percevoir par contraste. Alors il y a aussi une autre possibilité d'invisibilité qui nous apparaissent à nous invisibles, c'est le fait que notre œil est pour partie aveugle. Ça, il faut réaliser que notre œil, comment est-ce que ça marche ? Eh bien, la lumière, j'ai dit tout à l'heure, rentre dans l'œil à travers la pupille, elle traverse le cristallin, et c'est une sorte de loupe, et ça va focaliser la lumière sur le fond de l'œil qui est ici, qui est la rétine. Et quelque part dans la rétine, il y a le nerf optique qui part et qui amène le signal électrique au cerveau. Et là où est branché le nerf optique, il n'y a pas de cellules rétiniennes. C'est un endroit où la lumière qui tape dessus n'est pas reconnue, n'est pas détectée, parce qu'il n'y a pas les cellules rétiniennes. Et on appelle cet endroit la tache aveugle. Alors pour se rendre compte de la tache aveugle, j'ai posé le micro, on peut faire une manip assez simple. On va la tester avec vous, mais vous réessayerez chez vous. Vous regardez droit devant vous, donc vous fermez un œil, vous regardez droit devant vous, et vous, mais ça je te tends le qu'ils enregistrent. On regarde droit devant vous, et on met son... Alors il faut faire attention, il faut être attentif à ce qu'on voit ou ne voit pas. Si on le fait trop vite, ça ne marche pas. On ferme un œil droit, on tient
son pouce tendu, bras devant vous, et puis on voit le pouce, on regarde droit devant. Et du coup, je vois mon pouce sur le côté en ce qu'on appelle vision périphérique. Et puis, je déplace mon pouce doucement, toujours en regardant droit devant moi. Mais doucement, et il y a un moment donné, alors il faut faire attention parce que ce n'est pas toujours facile à détecter, il y a un moment donné, voilà là, voilà par là, je ne vois plus mon pouce, c'est-à-dire que je le déplace, là je le vois, en vision périphérique, et là je ne le vois plus. Mon pouce, il a disparu. D'accord ? Pourquoi ? Parce que l'image de mon pouce s'est projetée sur ma tache aveugle, à un endroit où je n'ai pas de cellule rétinienne. Une autre façon de le faire, vous réessayerez, je dis à vos professeurs, si vous êtes accompagné par vos professeurs, c'est ça, j'ai bien compris, vous réessayerez, vous prenez une feuille de papier, vous mettez une croix dessus, et à côté, vous mettez un rond que vous colorez. Vous regardez avec votre œil droit, par exemple, la croix, et vous déplacez la feuille, et à un moment donné, le rond coloré, il va disparaître. Vous ne le verrez plus, parce que son image va se projeter sur l'endroit où arrive le nerf optique, la tache aveugle, et il y a des endroits où on ne voit pas. Donc quand vous regardez devant vous, moi j'ai l'impression que c'est... Je vois tout, quoi. Tout est bonnard, il n'y a pas de trou, quoi. Et en réalité, il y a deux directions, une par œil, où je ne vois rien. Il n'y a aucune lumière qui arrive sur mon œil, qui parvient à mon cerveau, mais c'est le cerveau qui bouche le trou. C'est assez stupéfiant. Il bouche le trou qu'on devrait avoir, on doit avoir deux taches sombres qu'on ne voit jamais. Alors, la tache aveugle. Il y a aussi des invisibilités, alors là, qui peuvent être dysfonctionnelles. C'est-à-dire que moi, je ne suis pas ophtalmo, donc je ne vais pas vous faire un test, mais regardez, est-ce que vous voyez les nombres qui sont écrits dans ces disques ? Et peut-être dans la pièce, il y en a parmi vous qui ne les voient pas, ou certains ne les voient pas. On appelle ça les dyschromatopsies. C'est les couleurs, la perception des couleurs, on appelle ça daltonisme aussi. La perception des couleurs est différente et on peut manquer, il y a des yeux humains qui vont manquer de perception des couleurs. L'œil normal doit voir toutes les couleurs, doit voir tous les nombres. Donc s'il y en a, si vous ne voyez pas 12, 62, 42, 6 et 71, 74, 71. 74, vous voyez, moi je suis collé à l'écran. Normalement, je n'ai pas atteint de dyschromatopsie. Ah oui, 74, c'est beaucoup plus clair. Si vous ne voyez pas ça, alors, tu le savais ou pas ? Eh bien, renseigne-toi. Alors, je ne suis pas ophtalmo, donc quel nombre tu ne vois pas là-dedans ? Est-ce qu'il y a un... Hein ? Celui qui est à gauche, voilà, tu vois un peu. Alors, eh bien, peut-être, tu devrais aller demander à un ophtalmo de dire est-ce que je peux tester ma vision des couleurs. Tu as sans doute une vision des couleurs qui est légèrement altérée par rapport à la vision, disons, habituelle. Tout va bien, tu es vivant, il n'y a aucun problème particulier. Voilà, on révèle des choses. Hein. D'accord ? Bon, on pourrait le faire en classe, ça, pour détecter ça. Enfin, parce que quand on le sait, parce que par exemple, si on dit tu vois c'est vert, ben lui, il va dire peut-être... ouais, tu me dis que c'est vert, mais c'est le même vert que là. Tu me dis ça c'est vert, ça c'est rouge, et pour lui ça sera pareil. Hein. Il va voir la même chose, d'accord ? Donc c'est important. Bon, il faut que j'enchaîne. Alors il y a des lumières invisibles. Il y a des lumières invisibles à nos yeux, mais là on n'y peut rien. Au-delà du rouge, de l'arc-en-ciel, il y a un truc qui s'appelle l'infrarouge, et au-delà du violet, il y a un truc qui s'appelle l'ultraviolet. Et que nos yeux ne voient pas. Nous ne savons pas voir ces couleurs. Hein, l'infrarouge et l'ultraviolet. Et il y a des animaux, par exemple le crotal. Un crotal. Le crotal, il a des yeux comme nous, il a des narines, et là, c'est quoi ? C'est des cavités qu'on appelle des fossettes loréales, et au fond de ces cavités, il a des cellules, un peu comme les cellules rétiniennes, d'une certaine façon, des cellules qui sont capables de capter la lumière infrarouge. Et comme le crotal chasse la nuit des êtres à sang chaud, il va voir des petites souris, des petits rongeurs. Ces êtres à sang chaud, comme vous rayonnez de la lumière infrarouge. Si on éteint complètement la lumière de la pièce en lumière visible, je ne vous vois pas, parce qu'il n'y a plus de lumière, il n'y a plus rien, je ne vois rien. Mais si je vous regarde en lumière infrarouge, vous allez être des lumières, vous êtes des sources de lumière, parce que vous êtes des animaux à sang chaud. Et le crotal, il vous détectera. S'il y a un crotal qui rentre dans la pièce, il vous verra lui facilement, il saura où vous êtes, et vous ne saurez pas où il est. Vous ne le voyez pas en lumière visible, il vous voit en lumière infrarouge. On peut regarder aussi, à s'amuser, des images en lumière visible. Voilà un monsieur avec un crocodile, un petit crocodile, et puis un petit chien gentil. Comment ils apparaîtraient en lumière infrarouge ? Alors il faut une caméra spéciale pour ça, bien sûr, ce n'est pas nos yeux. Alors,
Qu'il soit rouge, non. On va transcrire la lumière infrarouge qu'il rayonne dans des couleurs que nos yeux voient. Ça va aller là, la gamme de couleurs, ça va aller du orange au violet. Mais c'est juste pour qu'on voit à nos yeux. Mais ça ne veut pas dire que l'infrarouge, c'est violet. Non, l'infrarouge, c'est infrarouge. Mais il n'y a pas de couleur qui existe pour ça parce que nos yeux ne la voient pas. Il n'y a pas de nom de couleur. On dit juste infrarouge. Eh bien, regardez comment ça apparaît en infrarouge. Regardez le monsieur qui est à sang chaud, il est brillant en infrarouge. Et le crocodile qui est à sang froid, il n'est pas brillant en infrarouge. Et le petit chien qui est en dessous, regardez. Eh bien, ses yeux et sa gueule qui sont chaudes, elles rayonnent beaucoup en lumière infrarouge. Et puis, ses poils qui le protègent et qui le gardent chaud, ben, il rayonne peu. Il est peu rayonnant en lumière infrarouge, sauf les oreilles, les yeux et la bouche. Et la truffe qui est humide, vous avez vu, la truffe des chiens est toujours très humide. Un chien qui a une truffe sèche, c'est un signe de mauvaise santé, et ce n'est pas une bonne idée pour lui. Eh bien, la truffe humide, l'humidité s'évapore et refroidit sa truffe qui apparaît assez froide, assez peu brillante en lumière infrarouge. Donc on peut révéler un monde, finalement, à partir de lumière, de détecteurs en infrarouge, mais il en existe en ultraviolet, etc., de détecteurs qui voient ces lumières qui sont invisibles pour nos yeux. Et puis il y a un dernier élément, on a parlé tout à l'heure de la source qui est lumière infrarouge ou pas, visible. Le milieu de propagation, c'est de l'eau, de l'air, ou Dieu sait quoi. Et il y a aussi le cerveau. Notre cerveau, lui, il va faire des siennes aussi. Notre cerveau qui analyse peut être aveugle à des choses. Alors, je vais faire une petite expérience avec vous. Ça sera ma conclusion, pour assurer le camarade qui met tout en scène. Le cerveau peut aussi faire des siennes. Alors, là, il faut 3 minutes d'attention. Je vais vous donner une consigne. Peut-être certains d'entre vous, ce que je vais présenter là, l'ont déjà vu. Alors cela, bouche cousue. D'accord ? Et ensuite, il faut être attentif, vraiment attentif, 3 minutes. Là, je vais vous montrer un petit film. Qu'est-ce qui va se passer dans ce petit film ? Il y a 2 équipes de joueurs, 3 et 3. Il y a 3 joueurs avec un t-shirt blanc, 3 joueurs avec un t-shirt noir. Chaque équipe dispose d'une balle. Donc les 3 joueurs blancs, ils ont une balle, ils vont se passer la balle. Les 3 joueurs avec le t-shirt noir, ils ont une balle, ils vont se passer la balle que entre eux, que les joueurs en noir, que les joueurs en blanc. D'accord ? Donc vous allez les voir, ils vont se déplacer entre eux, ils vont s'échanger la balle. La question que je vous pose, elle va être écrite là, mais elle est en anglais, je vous la pose en français. Quand ça commence, on les voit arriver, ils vont commencer à se passer la balle. La question qui vous est posée, la consigne, c'est combien de passes y aura-t-il entre les joueurs qui ont un t-shirt blanc ? Vous avez bien compris ? Il va vous falloir compter les passes que se font 1 et 2 et 3. Il va falloir compter les passes que les joueurs qui ont un t-shirt blanc se font. On est prêts ? Focalisez, c'est parti. C'est écrit en anglais. Attention, ça va commencer. Bien compter les passes joueurs blancs. Chut, focalisez-vous bien, concentrez-vous bien. Chut, chut, chut. Alors, attendez. Je ne vais pas les prendre un par un, on va faire par vote. Donc, qui a compté 13 passes ou moins ? Donc 10, 11, 12, 13. Vous levez la main, il n'y a aucune honte. Là, c'est juste, vous allez voir, ça va montrer beaucoup de choses. Donc, quelques joueurs ont compté 13 passes ou moins. Quelques personnes participantes et participants. Qui a compté 14 passes ? Oh là, il y en a plus déjà. On va faire vite fait, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, une douzaine, une quinzaine. Qui a compté 15 passes ? Wow, là il y en a plus là. Alors 1, 2, 3, bon j'en sais rien, 20. Qui a compté 16 passes ? Bon là il n'y a plus personne. Enfin 2. Qui a compté 17 passes ou plus ? Une personne. Ok. Donc vous voyez déjà c'est intéressant. Il y a déjà un point intéressant. C'est qu'on est certain qu'ils ont échangé un nombre de passes, il suffirait de bien regarder 50 fois, et on est sûr de trouver la réponse. Et regardez, il y en a qui ont trouvé moins de 13, il y en a qui ont trouvé 14, un peu plus, il y en a qui ont trouvé 15, encore un peu plus, il n'y en a pas beaucoup qui ont trouvé 16, et presque personne n'a trouvé 17. Déjà, on se dit, c'est curieux. Et je ne jette pas la pierre à ceux qui ont
pas trouvé la bonne réponse. Avec cette distribution-là, 13 et moins, 14, 15, 16, 17, on a envie de dire que c'est combien la réponse? 15, parce qu'on se dit, la majorité a vu 15. Et ça, c'est tout un problème. Je laisserai épiloguer, discuter de ça avec vos professeurs de physique qui reprendront peut-être en cours. C'est l'action de la mesure en physique. On voit que quand on fait une mesure, tout le monde n'est pas d'accord sur la valeur. Si je vous donne un mètre à ruban, et je vous dis, mesurez-moi la longueur de cet écran, et que vous faites toute la mesure, vous n'allez pas tous trouver la même valeur. Et là, vous n'avez pas tous trouvé la même valeur. Et il y a une valeur qu'on va trouver souvent. On va avoir une distribution dans les valeurs. Il y a une valeur qui sera souvent donnée. Et on peut faire une analyse statistique qui vous dépasse un peu pour l'instant pour se dire, on va dire que le nombre de pas, c'est 15, plus ou moins 1, par exemple. Avec une bonne chance que ce soit 15. La réponse était 15. D'accord ? Donc il n'y a pas de gloire à tirer pour 15 ou quoi. C'était juste pour montrer aussi qu'on peut, quand on fait une mesure en physique, il y a une distribution. Alors ça, c'était la première question. Je laisserai vos professeurs épiloguer là-dessus, c'est intéressant. Deuxième question. Qui a vu le gorille? Alors je vais dire à l'inverse. Qui n'a pas vu le gorille? Il y a un gorille qui est passé. Alors, donc je reprends. Le même film. C'est exactement le même. Cette fois-ci, on est en mode relax. On n'en a rien à foutre. On n'écoute pas ce qui se passe. On ne suit pas la consigne et on regarde ça comme ça se passe tout seul. Les gus y rentrent, on s'en fout, on discute avec ses copains, on est en classe pendant que le professeur parle. Et il se passe des trucs. Et voilà, et on ne regarde pas. Et puis là, il va y avoir, on n'est pas focalisé sur quelque chose. Comptez les passes et regardez. Il y a un type déguisé en gorille qui arrive, qui fait le couillon et qui s'en va. D'accord ? Je vous ai pas roulé, il y a bien un gorille qui est passé. D'accord ? Alors, ce qui est intéressant dans cette histoire-là, c'est pas pour dire j'ai vu le gorille, je suis un génie, j'ai pas vu le gorille, je suis pas un génie. Au contraire, j'aurais tendance à dire, ceux qui ont vu le gorille, ils étaient pas très attentifs à compter les passes, et ceux qui n'ont pas vu le gorille, ils étaient très attentifs à compter les passes, et tellement attentifs que leur cerveau n'a enregistré qu'une seule chose, les passes, et pas du tout les éléments du décor, d'autres éléments du décor. D'accord ? Et donc ça, c'est intéressant, c'est que notre cerveau peut être aveugle littéralement à quelque chose qui s'est passé. Il y a un gorille qui est passé en plein milieu de la scène et qui a fait... Mais c'était évident quand on l'a dit, mais c'est dingue. Et ça, c'est assez fascinant de voir ça. Notre cerveau a été totalement aveugle à ça. Parce qu'on était focalisé sur une tâche. Ce qui veut dire une chose importante, et là, vos professeurs vont m'aimer, ce qui veut dire une chose importante, on ne fait bien une tâche, par exemple faire cet exercice de physique, que si on est concentré sur cette tâche. Si on n'est pas concentré sur la tâche, on va être perturbé par tous les autres éléments qui vont devenir visibles et qui vont masquer l'élément important qui était faire cet exercice de physique, de mathématiques, ou faire sa musique, ou faire ce qu'on avait envie de faire avec précision, de la couture, n'importe quoi. Jouer au foot, n'importe quoi. Et donc, il faut être focalisé pour comprendre les choses. Du coup, ça en masque d'autres, mais ça permet d'être focalisé sur une tâche. Et c'est pour ça qu'on ne doit pas téléphoner au volant, qu'on ne doit pas mâcher du chewing-gum en avalant, parler en avalant, sinon on avale, qu'on ne doit pas mâcher du chewing-gum en faisant du sport, sinon on peut se mordre la langue, etc. Il faut faire une seule tâche à la fois. Dis-moi. Et t'as eu qu'un, t'es un génie, c'est peut-être pour ça. Ça peut arriver aussi. Non mais l'idée, elle est là, c'est de dire que quand on se focalise sur quelque chose, alors on y porte une attention importante, mais on peut rater des choses autour. Et si on veut avoir une vision plus large, où on rate rien, en même temps on est moins focalisé sur la tâche et on la fait de moins bonne façon. Voilà, je vais m'arrêter là, parce que finalement c'est le bon moment. J'avais des trucs à dire encore, mais il y a des questions, il y a tout ça. Merci de votre participation, de votre attention. Merci beaucoup. Merci beaucoup Roland Lehoucq, c'était excellent. Excellent. Alors il nous reste quelques minutes, quelques toutes petites minutes. Si vous avez encore des questions à poser à Roland Lehoucq, n'hésitez pas, que ce soit sur le gorille ou sur d'autres parties de
sur l'autre partie de la conférence sur l'invisibilité, sur le daltonisme, enfin sur ce qu'on a appelé ensuite le daltonisme parce que ça a été inventé par Dalton. La petite anecdote qui est très rigolote, c'est la façon dont lui-même commence à travailler sur ce sujet. Non, mais juste c'est l'histoire des roses, c'est ça, c'est l'histoire des fleurs. Mais vas-y. Non, mais c'est qu'un jour, en fait, il travaille, ce chercheur du 19e siècle, il s'aperçoit, mais ça faisait longtemps qu'il s'en est aperçu, que ses collègues et même ses amis proches, quand ils discutent de même fleur, il remarque que c'est pas complètement la même façon dont ils en parlent en termes de couleurs. Bon, il prend pas du tout attention à ça, et puis au bout d'un moment, il se dit que c'est quand même bizarre, ils me chambrent quand ils me disent que c'est vert alors que moi je vois rouge ou vice-versa. Qu'est-ce qui se passe? Et il finit par commencer ses recherches là-dessus, et je ne sais plus en quelle année, j'ai plus la date à l'esprit, mais il fait un article scientifique qui documente cette question en partant de son propre récit personnel. La perception des couleurs, c'est un véritable problème, parce qu'effectivement, Goethe avait posé la question, le poète allemand Goethe, c'est-à-dire quand je dis ça c'est vert, vous êtes tout petit, vous ne savez pas, vous répétez ça c'est vert, ça c'est bleu, ça c'est rouge. Et vous, la sensation que vous avez quand vous regardez ce truc que votre maman ou votre papa appelle vert, c'est une sensation qui est peut-être différente de leur sensation. Comment savoir si c'est la même sensation que vous? C'est pas facile, vous pouvez pas être à leur place et eux pas à la vôtre. Et donc ça pose cette question dans la perception des couleurs qui est extrêmement importante. Quand j'appelle ça vert, comment vous le ressentez vous-même? Je n'en sais rien. Et c'est en constatant qu'il y avait des différences d'appréciation qu'il y a eu cette affaire de... Et ça c'est parce que nos yeux, nos cellules rétiniennes en fait, il y en a 4 sortes. Il y a les cônes et les bâtonnets. Il y a 3 sortes de cônes qui vont percevoir chacun une gamme de couleurs différentes, en gros rouge, vert, bleu. Et il y a les bâtonnets qui eux sont pas très sensibles aux couleurs, mais ils sont très sensibles à la lumière. Quand il fait sombre, c'est les bâtonnets qui fonctionnent, et comme ils ne sont pas très sensibles à la couleur, la nuit, tous les chats sont gris, comme on dit. Quand il fait sombre, on voit moins les couleurs. C'est pour ça que toutes les étoiles ont l'air blanches, en fait. Parce qu'on ne ressent pas la couleur des étoiles, elles sont trop peu lumineuses pour que les cônes fonctionnent, même dans un télescope et à l'œil nu, bien sûr, pour que les cônes fonctionnent. Et nos cônes, on a rouge, vert, bleu. Et ceux qui sont atteints de dyschromatopsie, ils ont un des cônes qui ne fonctionne pas, par exemple le rouge. Alors ils voient bien le vert et le bleu et les mélanges, mais il y a des trucs avec rouge, ils ne le voient pas. Il y a des couleurs qui vont être difficiles à distinguer pour eux, qui pour nous sont des évidences. Et puis il y a des êtres vivants, les oiseaux par exemple, et les abeilles, qui ont des capacités, alors les abeilles c'est un peu différent leur fonctionnement de leur vie, pour les oiseaux c'est comme nous, qui ont 4 systèmes de cônes. Et donc ils voient les couleurs différemment. Ils ont une variété, une mélange de couleurs qui est beaucoup plus riche que nous, ils voient les choses différemment à cause de ça, grâce à ça. Voilà, et la dyschromatopsie et du daltonisme dont on parlait tout à l'heure, c'est pas début du 19e, je vous ai dit, c'est fin du 18e, c'est 1794. Ah oui, tu as vérifié ça. Je viens de vérifier ça à l'instant, c'est effectivement la date de l'article Extraordinary Facts Relating to the Vision of Colors. Donc là, il y a vraiment quelque chose d'extraordinaire qu'il a envie de partager au reste de la communauté scientifique. Des questions? Est-ce que vous avez des questions? N'hésitez vraiment pas. Bon, moi j'en ai, mais elles sont forcément très probablement moins intéressantes que les vôtres. Peut-être une question sur... Parce qu'on l'a dit tout à l'heure, tu es un amoureux de la littérature de science-fiction notamment et de la fiction générale. Est-ce que là, comme ça, à l'esprit, il te viendrait des idées d'œuvres qui auraient été rédigées dans ces domaines, fiction, science-fiction, qui seraient les plus fidèles, entre guillemets, de la façon dont la science raconte l'invisibilité? Oui. Pour l'invisibilité, pas vraiment, parce que, encore une fois, l'invisibilité, si c'est l'invisibilité pure dont on parlait au début, de l'homme invisible tel qu'on l'imagine, tel qu'il est représenté dans la littérature, dans l'œuvre de Herbert George Wells par exemple, ou si on prend Harry Potter aussi, Harry Potter il a cette cape d'invisibilité. Quand il se met en dessous, on le voit plus. Bon, très bien, on ne sait pas comment elle fonctionne, on le voit plus. Mais quand il est dessous, il voit l'extérieur, alors que justement, il ne devrait pas voir l'extérieur. S'il est invisible, alors il est aveugle aussi, il ne voit pas l'extérieur. Donc, il n'y a pas vraiment d'œuvre. Après, il peut y avoir des œuvres où il y a des choses qui sont discrètes. Alors, c'est un peu comme mimer l'invisibilité. Je vais montrer cette planche-là, parce que ça, c'est la première fois qu'on a tenté de mimer l'invisibilité. Là, c'est un chercheur japonais qui a fait un vêtement sur lequel il projetait une image. Donc, c'est un peu technique et c'est visible que dans un seul axe. Il y a une caméra qui filme ce qui est derrière lui et qui le projette sur le vêtement. Et derrière lui, il y avait des gens qui bougent, il y a le gars en vélo, et donc ça donne l'impression que son corps est transparent, comme s'il était... On voit bien qu'il n'est pas transparent vraiment, qu'il n'est pas vraiment invisible. C'était les premières tentatives. Il y a eu des choses, il y a des films de James Bond aussi, il y a une voiture qui est couverte par ce genre de choses-là. On arrive à faire des choses, alors qui ne sont pas de l'invisibilité, mais qui sont du camouflage à ce moment-là. C'est du camouflage. On sait faire des chromatophores, je parlais tout à l'heure de chromatophores, des chromatophores artificiels.
Alors sur l'invisibilité, juste pour votre exaltation philosophique, il y a une question intéressante aussi, parce que l'invisibilité, même si on ne sait pas la faire en pratique, enfin pas au sens habituel, il y a une parabole qui date de Platon, qui s'appelle la parabole de l'anneau de Gygès. Gygès possède un anneau qui, quand il le met à son doigt, le rend invisible. Alors que ça ressemble un peu à l'anneau de Sauron dans le Seigneur des Anneaux, oui, c'est pas nouveau. Alors on ne sait pas comment ça marche, le détail n'est pas là. Vous voyez que l'intérêt de l'invisibilité n'est pas tant, vous allez le voir, technique, comment on fait, on s'en fout, il a un anneau magique, quoi. Bon, c'est de la magie, on ne sait pas comment ça marche. Il devient invisible. Et quand il est invisible, il peut faire ce qu'il veut, puisqu'il est complètement invisible. Alors évidemment, Platon oublie le paradoxe il devrait être aveugle, mais il fait ce qu'il veut. Il peut faire tout ce qu'il veut. Tout ce qu'il veut. Imaginez ce que vous feriez si vous étiez invisible. Des choses sûrement gentilles. Mais je vous imagine bien faire aussi des cochonneries, des saloperies, des trucs désagréables. Donc, la question que pose Platon avec cette parabole de l'anneau de Gygès, c'est de se dire, qu'est-ce qui va fonder la morale de Gygès ? Qu'est-ce qui va fonder dans son intérieur, dans son fort intérieur, le fait qu'il va faire des actions morales plutôt que des actions immorales, dans la mesure où il peut le faire de manière totalement invisible, justement. Sans risquer la sanction de la Sans société. risquer la sanction, parce qu'on ne le voit pas. Et de cette parabole, je vous laisserai réfléchir à ça, Platon tire la conclusion que ce qui fonde le comportement moral des humains, c'est le regard des autres. C'est parce qu'on est visible que l'on a un comportement moral, visible socialement, visible parce qu'il y a des gens qui vous regardent, visible parce que ce que vous voulez, qu'on a un comportement moral et que l'invisibilité entraînerait l'immoralité. Et que c'est le regard social qui fonde la moralité. Voilà la conclusion à laquelle aboutit Platon. D'autres philosophes ont discuté la question de la moralité d'une autre façon. Mais vous voyez que cette notion d'invisibilité n'a pas besoin d'être réelle pour être utile pour penser. Voilà, c'est ça qui est intéressant. Je vous laisse réfléchir sur la notion de moralité. Voilà. Et pourquoi vous vous comportez bien plutôt que mal. Et on terminera sur ces... Question intéressante, importante. Sur ces questions physico-philosophiques. Du coup, c'est de la philosophie. On avait commencé avec Aristote et les 4 éléments. On finit avec Platon. On n'est pas loin, Voilà, c'est bon. C'était son disciple. On applaudit. Tonnerre d'applaudissements pour Merci Roland Lehoucq, s'il vous plaît. C'était super intéressant.